Oustrac. Good morning, Vietnam! Radio Pirate. Tout le monde s'éclate. Radio Pirate. Tout le monde s'éclate. On a nos pubs. On a nos pubs. La radio, ce vieux compagnon du quotidien, toujours là, discrète mais essentielle, au fond de la cuisine, dans la voiture ou depuis la poche de votre jean. Média de proximité, média d'information, média de passion et surtout le média en lequel les Français ont le plus confiance. Retour en arrière, le 5 novembre 1898, Paris, Eugène Ducretet réalise une prouesse qui va changer le monde, une transmission par télégraphie sans fil entre la Tour Eiffel et le Panthéon. Quelques signaux, un début timide et pourtant l'acte fondateur d'une révolution sonore. 125 ans plus tard, la radio est partout, FM, DAB+, web radio, podcast. Elle s'adapte, elle évolue, mais elle reste une voix familière dans nos vies. Et aujourd'hui sur Oustrac, pour célébrer la journée mondiale de la radio, en ce 13 février 2025, l'équipe vous propose une plongée ensemble dans l'histoire, sa mémoire, mais aussi dans son avenir. Et cette émission va se dérouler dans un lieu du passé, un lieu qui se trouve au Havre. Nous sommes actuellement dans l'ancien hôpital allemand au Havre, rue de Trigoville, un lieu chargé d'histoire qui, vous allez le voir, a aussi un lien avec la radio. Et je profite de ce petit moment pour remercier l'association Mémoire et Patrimoine Le Havre 1939-1945 qui nous invite gentiment ici. Avant de vous annoncer le programme de cette émission, j'accueille sur ce plateau un peu improvisé Sarah, Camille et Titouan. Salut à vous. Hello. Salut Titouan. Bonjour. Comment ça va ? Bah ça va et toi ? Ça va super. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point sur notre situation actuelle ? On est littéralement dans un ancien bunker, un ancien hôpital allemand, une table en bois, quatre chaises, un tabouret, et puis voilà, on a branché nos micros et c'est parti. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous voyez autour de vous ? Et il y a des étagères avec des bibelots, des objets de l'ancien temps, comme on dit. Ouais, vous avez fait une petite visite de cet hôpital, je crois, pendant que moi j'installais tout ça. C'était comment cette visite ? Longue et intense. C'était hyper intéressant. Alors ça a été condensé en 1 heure à peu près. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais on a appris pas mal de choses. C'était bien, on a pu découvrir du matériel de l'ancien temps, le matériel utilisé par les Américains, par les Allemands, et on a pu voir à peu près comment ça se passait avant. C'est donc ici que nous allons remonter le temps pour fêter la radio, plonger dans son histoire, explorer ses évolutions et célébrer ce média unique à travers les radios locales, mais aussi celles du monde entier. Aujourd'hui, on va retrouver Cyril de la radio RVL, Radio Vallée de la Lézarde à Épouville. Il nous parlera du rôle essentiel des radios locales, comment elles font vibrer leur territoire, informent, rassemblent, résistent au temps et surtout comment elles s'unissent entre elles. On recevra aussi Fabien de Radio Radar qui va nous plonger dans l'histoire de Radio Normandie à Fécamp, une station pionnière qui a marqué son époque. Et si la radio disparaissait, nous vous plongeons dans un monde sombre où la radio n'existe plus, une fiction qui fera réfléchir sur son importance dans nos vies. En tout cas, on n'a pas chaud, mais on va être chaud pour ça parce que j'ai prévu un petit blind test avec plusieurs jingles de plusieurs émissions et vous aussi à la maison, vous pouvez jouer. Bref, aujourd'hui, on va célébrer la radio, on la fait vivre et surtout, on se fait plaisir. Sarah, est-ce que tu peux commencer par parler un petit peu de la radio en général ? Je crois que tu avais quelques idées sur les tendances, etc. Alors oui, je voulais qu'on débatte autour de notre sujet du jour, suspense, la radio. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous écoutiez la radio quand vous étiez plus jeune ? Légèrement, ouais, un petit peu. Mais un petit peu. Ouais, beaucoup. Et toi, Lucie ? Moi, j'ai connu Énergie la radio sous le coussin pour que tes parents entendent pas, un peu comme la DS, tu vois. Et du coup, j'écoutais Énergie, ouais, bah c'était un peu l'époque, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que vous écoutez toujours la radio ? Non, pas du tout, je déteste là. C'est embêtant. Et vous écoutez quelle station ? Moi, j'écoute pas mal France Inter. La traître. Qui écoute Oustrac autour de cette table ? Tout le monde. Ah, les bons élèves. Camille, elle a pas levé la main. Je t'ai vu, Camille. Alors les modes d'écoute, ils ont bien évolué avec le temps et justement, on va en parler. Alors dans un premier temps, j'aimerais qu'on parle tous ensemble de l'évolution de la radio dans le temps et les tendances actuelles. Donc, comme vous le savez, la radio, elle a beaucoup évolué. On la connaît principalement sous forme de podcast, de radio en ligne, donc radio web, et elle s'est adaptée à l'évolution technologique. Avant, on écoutait de la musique via son poste de radio ou avec un lecteur CD, une platine vinyle. Alors même si on a un retour à ces écoutes plus vintage avec les vinyles, on peut pas exclure que maintenant on a des nouvelles formes d'écoute avec des plateformes comme Spotify, Deezer. Est-ce que vous pensez
que les plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer ont une influence sur l'avenir de la radio. Clairement. Parce que tu peux choisir ce que tu as envie d'écouter, que ce soit de la musique ou tes podcasts ou des émissions. Il y a tellement de choix que tu te laisses plus vraiment cours à la surprise un peu de la radio. Et ouais, je pense que vraiment ça peut impacter. Et ça a déjà dû impacter d'ailleurs les radios, j'imagine. Je suis d'accord. Même si je pense que si on écoute une chanson à la radio et qu'on aime bien, ces plateformes peuvent permettre de les réécouter, donc profiter un maximum de la musique. Ah, puis je pense que les radios s'adaptent aussi avec les plateformes de streaming justement pour pas disparaître et donc vont proposer des podcasts, des contenus un peu plus à la carte, ce qui est pas vraiment le cas de la radio. Mais après c'est toujours le débat compliqué de la radio. Est-ce qu'elle va disparaître? Qu'est-ce qu'elle va devenir? On n'a pas de petite boule d'avenir pour savoir. On peut imaginer qu'en effet elle va s'adapter, mais je pense que les gens aiment bien ce que tu disais Camille, ce côté un peu plus spontané aussi de tu sais pas ce qui va arriver. Après on voit arriver sur les plateformes style Spotify, je sais pas s'il y a sur Deezer, les radios d'artistes. Donc par exemple parce que tu écoutes toute la journée tel artiste, ils vont te sortir une sorte de radio, mais en fait il n'y a pas d'humain, donc moi je pense que l'humain restera quand même, mais après on peut pas savoir. Je rebondis sur ce que tu disais, Camille. On assiste du coup en même temps que la naissance de ces plateformes à la naissance de formats plus courts, donc les podcasts. Donc on est dans un monde, comme on le sait, où tout va trop vite et où l'information doit être claire et rapide. Et c'est comme ça qu'a émergé le podcast qu'on connaît aujourd'hui et qui a redonné un petit peu de lumière, je trouve, à la radio auprès des jeunes. C'est un genre qui est très populaire avec des émissions sur des sujets qui sont très variés. Il y a deux écoles. Certains disent que le podcast risque de tuer la radio traditionnelle et d'autres disent que c'est juste l'évolution de la radio. Vous en pensez quoi, vous? Plutôt l'évolution de la radio. Enfin, un peu l'évolution de la radio. Moi, je sais que j'écoute aussi Radio Nova, mais par podcast, parce que je choisis d'écouter une émission et du coup, je partage un peu le fait d'écouter cette bande FM, alors que normalement, je l'écoute pas, par exemple. Donc ça peut aider, moi, je trouve. Ouais, je suis d'accord. On peut sélectionner précisément les émissions qu'on veut écouter. Et puis si on a raté notre émission fétiche en direct, comme ça, on peut la réécouter plus tard. Du coup, Camille, t'écoutes des podcasts. Est-ce que t'as des podcasts à conseiller aux auditeurs? Ouais, j'aime bien toutes les séries un peu binge audio. Il y a des trucs, des thèmes comme les couilles sur la table ou le cœur sur la table. C'est un peu des thèmes qui sont différents. Ou les Arte à soi aussi. C'est super chouette. Et il y en a plein d'autres en vrai. Il y a aussi Mémé dans les orties qui est plus sur les grands-mères qui racontent leurs histoires de vie. Il y a tellement de podcasts qu'on connaît pas qui sont incroyables. Et toi, Titouan? Moi j'écoute les actus du jour par Ego Décrypte, donc ça a permis d'avoir un œil sur l'actualité et de pouvoir s'informer. J'écoute aussi Hugo Décrypte et puis la matinale de France Inter, et il y a aussi sur France Inter, Camille, je te copie un peu, David Castello-Lopez qui fait tous les mardis une petite chronique que j'aime beaucoup et que j'écoute tous les mardis. Justement, on parlait de l'avenir de la radio. Selon vous, comment la radio elle peut évoluer pour continuer à capter l'attention des jeunes générations? Là, j'étais en train de penser le fait qu'elle soit pas mal sur les réseaux sociaux aussi. Je trouve que ça emmène. Moi, je sais que je vois des fois des extraits de France Inter ou d'autres radios, d'artistes chroniqueurs qui passent sur les radios et en fait, tu redécouvres des radios et des émissions et par les réseaux, ils arrivent quand même à rattraper des jeunes qui n'écoutent pas forcément la radio. Enfin, je pense en tout cas. Oui, par exemple, les radios filmées, les émissions filmées, surtout sur France Inter ou RTL, ça permet d'avoir une meilleure immersion dans ces émissions et pourquoi pas de s'inclure, on va dire, dedans. Et ça, je pense, grâce aux réseaux sociaux aussi, ça peut permettre d'élargir l'audience et c'est pas si mal pour l'avenir de la radio. Ouais, je pense que c'est le grand débat, radio filmée, radio pas filmée. On avait les France Bleu ou les Ici maintenant qui ont commencé toutes les matinales à être filmées et rediffusées sur FR3. Enfin, normalement, ça s'appelle plus comme ça, je suis trop vieille. France 3, je sais plus. Enfin bref, la chaîne nationale qui correspond à ça. Moi, je trouve que la radio filmée, ça peut avoir un sens quand il y a des émissions avec des invités, etc., des artistes. Après, pour les animations, le temps d'animation d'antenne, je trouve que ça correspond pas. À Westrack par exemple il y a une émission qui s'appelle le journal du jeu vidéo qui est filmée sur Twitch et je trouve que c'est super. Là cette émission elle pourrait être enregistrée en soi, mais voilà, il y a des choses qui sont pas intéressantes à être diffusées quand on parle juste d'un sujet, une petite chronique ou autre. Je trouve qu'il n'y a pas de raison d'être filmé, enfin c'est mon avis quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Sarah? Moi, je pense que justement, je rebondis sur Westrack, c'est aussi bien de proposer deux sortes de contenus, un qui soit filmé et l'autre qui l'est pas forcément. Ça permet à ceux qui sont à l'aise de rester à l'aise aussi, parce que ce qui est bien avec la radio,
c'est différent de la télé où parfois t'es filmé, ça peut être un peu impressionnant. Je pense quand on parlait des micro-trottoirs, parfois il y a déjà une difficulté à aller voir des personnes et à leur demander leur avis. Alors en plus, si tu leur dis qu'elles sont filmées, laisse tomber quoi, c'est hyper compliqué. Et je rebondis sur Westrack, je voulais qu'on parle des radios associatives et qu'on parle un petit peu de l'importance de ces radios. Donc Westrack, c'est une radio qui est associative. Je spoil pas l'histoire de la radio parce que Lucie, tu vas nous la conter juste après. Mais blague à part, c'est des radios qui sont généralement gérées par des bénévoles ou des associations, ce qui leur confère une mission sociale, éducative et citoyenne. Et elles offrent en fait un espace important pour des communautés qui sont souvent négligées par les médias traditionnels. C'est hyper important parce que c'est la safe place du peuple et elle participe à l'éducation en diffusant de l'info et des contenus culturels. C'est aussi un lieu de rencontre, on peut créer du lien et elles permettent d'accueillir de nombreuses personnes, que ce soit des bénévoles, des services civiques, coucou Camille, qui donnent de leur temps et qui en échange bénéficient d'une expérience qui est formatrice. Alors comment vous voyez, vous, la radio associative parmi tous les médias actuels qui sont proposés ? Moi, avant Westrack, je ne connaissais pas, donc ça a des... Enfin, moi j'habite à la campagne et avant j'étais plus loin, donc j'avais aucune connaissance et je savais pas que ça existait. Je pensais que c'était que les radios qu'on avait dans la voiture ou sur son poste. On peut avoir les radios associatives dans sa voiture. Okay. C'est que Westrack est un peu spécial parce qu'elle diffuse en DAB+. Alors non, je vais pas faire toute l'histoire de Westrack déjà parce que ce serait pas à moi de le faire. Moi aussi, avant de connaître Westrack, je savais pas ce que c'était une radio associative. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on parle de radio locale, mais en fait, certaines radios sont locales sur une région. Du coup, ça questionne la localité, en fait, tout simplement. Donc, du coup, moi, je pense que... C'est quoi ta question, Sarah ? À quel point c'est important, les radios associatives ? Non, mais comment vous voyez, vous, la radio associative ? Moi, je pense qu'elle est au service de la... Il y a des bruits, j'espère que c'est pas les esprits. C'est mon pied. Ok. J'en perds le fil. Je pense que le rôle de la radio associative, c'est d'être local. Voilà. Et toi, tu as fait un stage sur une autre radio dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure, RVL. Donc, tu connais bien les radios associatives. À ton avis, c'est quoi leur rôle ? Je pense que leur rôle, c'est vraiment de créer un lien entre les habitants d'une petite ville ou d'une grande ville. Et ça permet créer des liens entre les gens. Donc, par exemple, de se faire rencontrer. S'il y a des petits événements qui sont organisés, faire un peu leur pub, quoi. De promouvoir un peu les événements, les acteurs locaux, entre guillemets. C'est ça. On parlait de radio associative. Je vous propose qu'on parle de l'avenir de la radio, mais cette fois-ci avec l'intelligence artificielle qui va continuer. On est sur un vrai défi puisqu'elle doit rester un média populaire tout en s'adaptant et en suivant cette modernité. Alors pour vous, est-ce que l'IA est un danger ou plutôt une opportunité pour la radio ? Moi, je vais demander à Titouan de répondre parce qu'on a eu ce débat tout à l'heure. Donc vas-y Titouan, si tu veux. Je pense que sur certaines radios, l'intelligence artificielle peut avoir des avantages, surtout si c'est des radios plus genre playlist où il n'y a pas d'animateur ou c'est juste une playlist. L'intelligence artificielle elle peut faire elle-même les playlists et donc diffuser des sons sur cette radio. Mais je trouve que avec ça, on perd un peu l'âme de la radio, du fait qu'on est un peu proche de l'animateur qui est derrière son micro, qui nous parle, qui diffuse des sons ou qui fait un talk show ou qui parle aux gens. Ça permet de créer du lien, et avec une intelligence artificielle, c'est pas pareil parce que c'est pas une vraie personne derrière. Donc on perd l'âme de la radio en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu disais pour la musique, et puis il y a aussi un intérêt en fait à ce qu'il y ait un programmateur. Je reprends le cas de Westrack parce que c'est sur cette radio qu'on est, mais en fait là c'est plutôt de la musique indépendante, et peut-être que l'IA aurait pas une telle sensibilité à trouver, à aller dénicher comme peut le faire les professionnels. Après c'est ce que je pense. Sarah, tu dis oui ? Ouais, je te rejoins Lucie sur ça. Je pense que je te rejoins Titouan sur l'idée de garder une certaine âme et une certaine patte que l'humain a et que pour moi l'intelligence artificielle n'a pas. Alors sur ces ondes positives, on va dès à présent laisser la parole à Fabien de Radar qui va vous parler de la radio Normandie à Fécamp. Pour cette émission spéciale dédiée à la journée mondiale de la radio, nous avons le plaisir de recevoir Fabien de Radio Radar à Fécamp. Ensemble, on va replonger dans l'histoire fascinante de Radio Normandie, une station pionnière qui a marqué son époque. Alors Fabien, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert l'histoire de Radio Normandie et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y intéresser ? Déjà merci de nous appeler. Et puis comment j'ai découvert ? Tout simplement parce que en développant Radar au sein de Fécamp, au sein de l'association à Ransort, je me suis dit mais c'est quoi l'historique des radios ici ?
qu'est-ce qu'il y avait avant que nous on existe. Donc la question se posait tout naturellement et j'ai commencé à faire des recherches et je suis tombé après, il a fallu que je creuse quand même pas mal parce que je me suis aperçu qu'en fait, cette histoire était complètement oubliée et il reste juste 2-3 petites traces comme ça à droite à gauche, mais on finit par avoir une histoire assez complète. Et Radio Normandie, c'est avant tout l'histoire d'un homme, Fernand Legrand. Est-ce que tu en sais un peu plus sur lui et pourquoi il a eu l'idée de créer cette station à Fécamp? Je crois que c'était en 1928. Au départ, Radio Normandie s'appelait pas Radio Normandie, ça s'appelait Radio Fécamp. Sa station, en fait, c'était EF8IC. C'était très précis. Voilà, Radio Fécamp, il mettait sur les ondes au départ, et Fernand Legrand, ça n'était autre que le directeur de la Bénédictine dans ces années-là, et c'était en 1924. D'accord. Parce que il cherchait un moyen de faire de la communication autour de son produit, la Bénédictine, et puis donc de l'invention de son grand-père, si je me trompe pas. Et donc on arrivait vraiment où la radio se développait pas mal dans le monde. Il y avait déjà des stations un peu partout. Et puis lui s'est engouffré dedans. Il s'est pris de passion pour la radio et il a développé cet outil magique de communication à Fécamp, mais pas qu'un petit peu. Et contrairement à la TSF d'État, Radio Normandie, c'était une radio privée financée par la publicité. Est-ce que c'était innovant pour toi, à ton avis, à l'époque? Et comment est-ce qu'ils ont réussi à attirer des annonceurs et un public fidèle? Je suis encore en train de découvrir certaines choses parce que je voudrais faire justement toute une enquête et tout un documentaire à travers ça. Donc je suis en train de me rapprocher des amis du Vieux Fécamp qui ont gardé pas mal d'archives, des photos, mais on peut trouver aussi sur Internet pas mal de photos et d'illustrations de l'époque. Et pour essayer de répondre un petit peu plus précisément à ta question concernant les moyens techniques développés, ça c'est clair qu'il n'a pas lésiné sur les moyens parce qu'il prenait des maisons entières pour ne serait-ce que pour alimenter les antennes qui faisaient 70 mètres de haut sur le quai Périgny. Enfin, c'était des trucs énormes. Et pour alimenter ces antennes, il y avait une maison entière qui était dédiée à l'alimentation de ça avec des piles à mercure. Donc les piles à mercure, en fait, elles prenaient l'espace d'une pièce de 25-30 mètres carrés. Ça, c'était juste pour alimenter les antennes. Et puis, il y avait la Villa Vincelli qui est actuellement désaffectée, qui appartient à la Bénédictine toujours. Et à l'intérieur, il y avait les studios de 25 à 28 pour faire l'ensemble des émissions. Et les programmes étaient coupés en deux. Il y avait un programme en français et un programme en anglais parce qu'on émettait jusqu'à Londres. Et puis avec la puissance des antennes, en fait, ça arrivait même jusqu'au Japon. Donc c'était quand même assez conséquent, quoi, les moyens qui étaient développés. Donc je pense que oui, il a dû par la suite avoir beaucoup de prospects pour financer son projet. Et puis les répercussions financières devaient être assez conséquente aussi. Et puis c'est impressionnant quand même, une diffusion pour une radio de cette ampleur, de diffuser jusqu'à Londres, voire comme tu disais au Japon, c'est assez rare quand même. Oui, surtout à cette époque-là, je ne sais pas si c'était une volonté d'aller aussi loin ou si c'était la puissance des antennes qui était vraiment phénoménale pour l'époque. Est-ce qu'on maîtrisait cette puissance? Moi, j'imagine que oui. Là, on reste dans du conditionnel et de la supputation, mais ouais, c'est impressionnant de toute façon l'énergie et les dépenses qui étaient développées uniquement pour développer cet outil-là. Radio Normandie a aussi connu une figure emblématique, Tante Francine, à l'époque connue sous le nom de Francine Lemaître, considérée comme la première speakerine de France. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui elle était et quel était son rôle à l'antenne? Je crois qu'il y a une petite anecdote par rapport à ça. Ouais, c'était assez rigolo parce que Tante Francine, au départ, elle était secrétaire là-dedans. Pour Radio Normandie, et puis un jour un des chroniqueurs, enfin un présentateur phare de l'époque est tombé malade, et puis vite, qu'est-ce qu'on a à la rescousse? Hop, allez Francine, vous allez prendre l'antenne, vous allez présenter un petit peu. Et puis elle commence à présenter, et là suite à ses premières émissions, une salve de courriers
est arrivée dans les locaux disant « Ah mais Francine, quelle voix formidable, elle est extraordinaire, c'est tellement agréable de l'écouter ». Et donc elle est restée à l'antenne pendant pas mal de temps, au point que tout le monde trouvait que sa voix était formidable. Et donc au bout d'un moment, en fait, elle a fini par être approchée par d'autres personnes qui développaient, eux, la télévision. Et donc, elle a fait des essais de speakerine. C'était la première speakerine française pour les essais de télé à cette époque-là aussi, quoi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Radio Normandie cesse d'émettre et est réquisitionnée par l'armée allemande. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Toi, tu représentes Radio Radar, une web radio moderne ancrée à Fécamp. Selon toi, est-ce qu'il y a un lien entre Radio Normandie, les anciennes radios de Fécamp et cette station pionnière ? Et c'est quoi ton approche actuelle de la radio locale et numérique ? Est-ce que tu penses que ce genre de radio a peut-être ouvert les portes à ce qui est aujourd'hui Radar ? Forcément, oui, on est les héritiers de tout ce travail et quand j'ai découvert ça, en fait, je me suis dit c'est quand même fou, on a eu cette chance là d'avoir été un peu pionnier dans cette agglomération de Fécamp au travers de la radio et de son développement. Et puis c'est un peu l'histoire qui continue, alors avec une humble mesure en ce qui nous concerne, parce que on utilise les outils d'aujourd'hui. Alors on émet évidemment à travers le monde entier grâce à l'internet. Maintenant, quiconque a une connexion autour du monde, au Japon, au Brésil, en Ouzbékistan ou autre, à partir du moment où on a une connexion, on peut entendre notre radio et la vôtre par la même occasion. Et voilà, on s'inscrit un peu dans la continuité. Après, est-ce qu'on fait aussi bien ? Est-ce que quelle était la qualité des programmes ? On ne sait pas, parce qu'en fait, il n'y a pas de trace audio. Il n'y a pas eu d'enregistrement. À l'époque, on n'enregistrait pas tous les programmes. C'était compliqué. Ça demandait énormément de ressources. On enregistrait, c'était l'époque des rouleaux et des 78 tours à aiguille. Tout était mécanique. Donc, c'était très, très compliqué d'avoir des traces enregistrées de tout ça. Et donc, on imagine la tenue des programmes en tombant sur quelques archives. On sait que, comme je le disais tout à l'heure, il y avait des programmes qui étaient dispensés en anglais. J'ai un fascicule, moi, qui donne un peu l'ensemble des programmes d'une journée, par exemple, où on a des pièces musicales classiques qui sont diffusées, on a des nouvelles, on a des billets, des choses comme ça qui sont dispensées, mais quel était leur contenu, comment c'était fait à l'époque, ça aurait été intéressant d'avoir une petite machine à voyager dans le temps pour pouvoir entendre justement comment c'était fait à l'époque. Après, effectivement, les choses évoluent et on se met à la page aujourd'hui, mais oui, c'est une sorte d'héritage, quoi. On peut qu'imaginer en effet ces programmes, et c'est ça aussi tout le mystère de ce genre de radio disparu, c'est on ne sait pas vraiment ce qui s'y passait, mais c'est très intriguant. Radio Normandie a marqué l'histoire et pourtant elle reste justement assez méconnue des habitants de Fécamp aujourd'hui et de l'agglomération. Pourquoi, selon toi, cette mémoire s'est un peu effacée et comment est-ce qu'on pourrait mieux la faire revivre ? Pourquoi ça s'est effacé ? Alors ça, c'est un vrai mystère. Je sais que par la suite, il y a eu Radio Solaris qui a repris le flambeau pendant un temps, qui était basé, les bureaux étaient basés sur, je dis pas de bêtises, Lifto ou quelque chose comme ça. Mais il y avait une double antenne en fait. Alors là, j'ai pas les notes sous les yeux, donc. Mais voilà, l'histoire a perduré. Par la suite, jusque dans le milieu des années 90, où là ça a totalement périclité. Ça s'est monté en association évidemment, et puis depuis pendant une période après, il y a eu Résonance qui s'est étendue un peu sur les différents bassins. C'est nos marins, et puis tout ça a été racheté par Tendance Ouest, et donc l'identité, ou en tout cas la radio vraiment locale comme on la connaît n'existe plus, et donc voilà, on essaye nous à travers Radar de reprendre un peu le flambeau de cette radio de proximité, en se posant la question de qu'est-ce qu'il y a eu avant, et comment de transmettre au grand jour ces informations découvertes
suite à cette question. J'aimerais pouvoir faire une exposition temporaire dans Fécamp, je sais pas, dans la mairie ou au musée des pêcheries qui accueille de temps en temps des expositions ou au théâtre Le Passage par exemple, et puis faire ce fameux documentaire pour remettre en avant un petit peu tout ça, voir aussi avec les élus s'il n'y a pas moyen, parce que ça fait partie aussi du patrimoine fécampois. On parle du Cap Fagné, on parle des pêcheurs, des goélettes, etc., de la bénédictine, mais ce passé radiophonique là est totalement oublié et ça va être un peu la mission à laquelle c'est la mission à laquelle je m'attelle là depuis quelques années, mais je voudrais faire ça bien, donc ça prend du temps parce qu'il faut pas raconter n'importe quoi et donc trouver les bonnes infos aux bons endroits et puis une fois que tout ça c'est fait, voilà, on va pouvoir mettre tout ça en avant, mais ça va demander du temps. Bah oui, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup Fabien pour cette plongée passionnante dans l'histoire de Radio Normandie et surtout son héritage. Est-ce que tu peux nous préciser comment est-ce qu'on peut retrouver Radar ? Alors Radar, on peut la retrouver sur internet avec l'adresse radar.ransort.com. On peut la retrouver également en application. On trouve ça sur notre site. On peut la retrouver via page Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux. Tapez Radar à Ransort, vous allez forcément tomber dessus. Et puis je voulais rajouter un petit truc, une petite anecdote concernant Radio Normandie. Si vous allez à Emmaüs ou dans toutes les recycleries, des choses comme ça, vous allez tomber de temps en temps sur des postes à galène, les vieux postes en bois avec des gros boutons et puis une espèce d'aiguille au milieu. Et en fait, sur l'écran d'affichage, vous avez Luxembourg, vous avez Monaco, vous avez Londres, BBC, etc. Et si vous voyez Normandie, c'est de cette radio dont on parle. Et donc, elle figure sur ces vieux postes à galène. C'est impressionnant. Merci beaucoup Fabien pour cette anecdote. Surtout, ne décrochez pas. On continue de célébrer la journée mondiale de la radio avec encore plein de surprises, d'anecdotes et de jeux à venir. Restez à l'écoute et merci encore pour ton temps Fabien. Merci à vous. À bientôt. Salut. Un grand merci à Fabien de Radar, Radio Radar, qui nous a présenté donc la radio Normandie. On fait une petite pause en musique, mais restez avec nous. On continue cette émission spéciale Journée mondiale de la radio sur Westrack. Au programme, une fiction radiophonique, un tour du monde et des jingles radio. Bref, on célèbre ensemble la radio dans toutes ses formes. Et quoi de mieux pour fêter la radio que de diffuser un titre ? On s'écoute Radio de Freak Slug, musicienne de rock indépendant britannique originaire de Manchester. Et oui, j'ai juste cherché sur Spotify des titres contenant le nom radio. C'est pas très original, mais on écoute ça, c'est vraiment pas mal.
cette émission spéciale pour la Journée mondiale de la radio. Après avoir exploré le passé avec Fabien de Radio Radar qui nous a présenté Radio Normandie, place maintenant au présent et à l'impact des radios locales aujourd'hui. Comment font-elles pour faire vibrer leur territoire? Quel est leur rôle face aux médias numériques et aux nouvelles habitudes d'écoute? Quel lien entre les différentes radios associatives autour de nous? Pour en parler, on accueille maintenant Cyril de RVL. On poursuit cette émission spéciale à l'occasion de la Journée mondiale de la radio, une journée dédiée à ce média. On va le célébrer et on continue donc notre exploration des ondes normandes avec un focus sur RVL, Radio Vallée de la Lézarde, qui émet depuis Épouville depuis plus de 40 ans. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril. Salut Cyril. Salut Lucie. Alors RVL, c'est une radio associative historique en Normandie et forcément on ne peut pas parler de radio locale sans évoquer la synergie entre toutes ces radios. On sait qu'il existe une vraie solidarité entre les radios associatives normandes, notamment avec la Fédération des radios normandes. Et c'est sur ce sujet que je voulais qu'on échange tout d'abord. C'est pourquoi j'ai aussi invité Margot au micro, dont la voix vous est sûrement familière dans la matinale sur Westrack et en journée sur RVL. Salut Margot. Salut Lucie, salut tout le monde. Alors, on va commencer par l'histoire de RVL, une histoire un peu folle, née dans la cave à Épouville, une véritable radio pirate à la base. Pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas l'histoire, en quelques mots, parce que c'est une histoire quand même assez longue, qui a duré 40 ans et qui continue, comment est née cette radio, Cyril ? La radio RVL a été créée il y a 42 ans, effectivement, comme tu l'as dit, en 1982, au mois de novembre. En 82 par Daniel Boquet, qui à la base était électronicien chez Renault. Et vous savez qu'en 80, il y a eu l'arrivée de la bande FM, on va pas refaire l'histoire, Mitterrand, Jacques Lang, etc., qui était ministre de la Culture à l'époque. Et lui avait envie, avec toute l'arrivée de ces radios libres, entre guillemets, à Paris, il y a eu la Énergie, etc., au Havre notamment, il y a eu pas mal de radios, et il s'est dit, pourquoi pas, lui était passionné de radio, de musique, pourquoi pas faire une radio à Épouville. Épouville est située, on dit, à côté dans l'agglomération havraise, à 10-15 km du Havre. Et voilà, ça a démarré comme ça, et puis à l'époque, il n'y avait pas Internet, il a réussi à avoir des plans avec des collègues sur fabriquer un émetteur, et il a fabriqué son propre émetteur, et chez lui, dans sa salle, sur la table, il avait pris une table de mixage, une platine vinyle, puisqu'à l'époque, il y avait pas CD et compagnie, donc platine vinyle. Il a donc trouvé une fréquence sur le poste qui était libre. Je crois que ça devait être 99.9, si je me souviens bien. Et en fin de compte, il a essayé, il a mis son disque, il a parlé un peu dans son micro, et puis il entendait sur son poste sa musique. Et ça a démarré comme ça. En fin de compte, il a démarré en pirate, RVL, comme beaucoup de radios. Ça a démarré en pirate. Et puis... après, chez lui, il a été donc un élu, Georges Brodel, qui était premier adjoint et très bon copain d'enfance, puisque Daniel a toujours vécu à Épouville. C'est vraiment un enfant de la ville, du village. Et Daniel, en fin de compte, a eu ce coup de téléphone de Monsieur Brodel, donc Georges Brodel, qui lui a dit, il paraît qu'il y a quelqu'un qui fait de la radio sur Épouville. Il dit, ah bon? Alors lui, il savait que c'était interdit. Il fait, je sais pas. Et il lui dit, c'est dommage parce que ça plaît bien et on voudrait y prêter un local. Il fait, c'est moi. Il fait, naturellement, c'est toi, je t'ai reconnu. Donc voilà, ils ont prêté la fameuse, comme tu l'as dit, Lucie, la fameuse cave de la maison de la radio qui est située chemin d'Argile. Si vous connaissez un peu Épouville, c'est pas très loin de la gare, du gymnase et le studio, c'est le studio de Daniel Boquet. Et après, ça s'est professionnalisé avec les contrats aidés. On a toujours des contrats aidés, le fameux contrat TUC. Mais cette radio continue d'avoir la même synergie, la même politique de 85% de chansons françaises, une radio très active, très populaire dans sa région, un peu même style que Westrack, mais c'est un peu la même façon de fonctionner que vous. Il existe 23 radios associatives en Normandie qui se réunissent sous différents collectifs, associations. On va parler de la FRAN, Fédération des radios normandes. Alors bien sûr, le temps est parfois manquant pour faire des choses ensemble, mais en tout cas, ça me permet de lancer ce sujet sur la synergie entre les radios. Il y a quand même une entente entre ces radios normandes. Il y a une magnifique entente entre ces radios normandes. Bon, c'est vrai que comme tu le dis, on est tous un peu éclatés partout, puisque nous, quand on l'a créé, parce que moi je fais partie de la création, j'étais à l'origine, puisque à l'heure actuelle, là, ça y est, je viens de quitter mon poste, mais j'étais trésorier pendant plus de 15 ans. 2006, que la radio, à l'initiative de Stéphane Vincent, qui est le président de Radio Albatros au Havre. Le but, en fin de compte, de cette fédération, c'était se regrouper pour être plus fort, pour être représentatif plus sur la région. Alors à l'époque, c'était la Haute-Normandie. Et depuis la réunification normande, on est devenu, alors au début, ça s'appelait la Fédération des radios associatives non commerciales de Haute-Normandie. Ça s'appelait la Francachaine. Et c'est devenu maintenant la FRAN, la Fédération des radios associatives de Normandie, où là, on
on a fait appel, parce qu'il n'y avait pas de fédération Basse-Normandie, aux radios de Caen, de l'Eure, et nous on avait aussi les radios de l'Eure, puisque en Normandie on avait l'Eure et la Seine-Maritime naturellement. Donc cette radio a été créée surtout pour être plus fort, pour avoir plus de visibilité, on peut le dire, sur la région, et puis partage de programmes. On a eu des financements ensemble. On parlait par exemple du covoiturage. On a eu des partenariats avec Air Normand. On a fait plein de choses. Et le président, à l'heure actuelle, est toujours Mathieu, qui est Mathieu le Chevalier, le chevalier qui est chez vous. Justement, ça permet de pointer donc cette relation entre les radios, dont celle de Westrack et RVL, que peut-être les auditeurs ne connaissent pas. Et là, je vais me tourner vers Margot, qui anime à la fois des temps d'antenne sur RVL et aussi sur Westrack. Margot, toi, comment tu vis cette double expérience ? Et surtout, c'est quoi les différences entre ces radios qui sont totalement différentes ? Cyril nous racontait l'histoire d'une radio pirate. Westrack est beaucoup plus jeune. Quelle différence, toi, tu vois dans ces radios ? Ce sont deux radios forcément différentes, pas avec la même cible. Je fais pas la même chose non plus sur ces deux radios-là, mais en même temps c'est hyper complémentaire parce que je reste énormément sur le territoire havrais, sur la localité, et je trouve que c'est ça qui est hyper riche, c'est que ça me permet de m'adresser vraiment à tout type de public, que ce soit peut-être les personnes de entre 30 et 50 ans sur Westrack, et après un public plutôt, je dirais, âgé, retraité sur RVL. Mais c'est une force, en fait. Je me sens hyper chanceuse de pouvoir faire ce jeu-là entre ces deux radios. Pour moi, c'est hyper bénéfique, puisqu'en plus, ça me permet, en fait, de pouvoir de vivre à plein temps de ma passion, qui est la radio, de vivre à plein temps dans des radios, en plus, qui sont associatives, ce qui est hyper important pour moi. Donc voilà, je me sens hyper contente de tout ça. Oui, effectivement, le fait de pouvoir s'associer, on a la même façon de voir les choses, une radio locale de proximité, proche de ses auditeurs, proche des gens, proche des habitants aussi, et le fait de bien se connaître, de bien s'entendre, on a pu, et puis il y a la situation géographique qui fait aussi d'avoir des gens comme vous, les deux là, comme Margot et Lucie, et on a eu Marin qui a fait un petit peu de... C'est vrai, aussi. On a eu Marin qui est passé chez nous et qui a été chez vous, qui a même fait des stages. C'est de l'entraide en fait. C'est de l'entraide, et je trouve ça vraiment bien parce que on en a parlé, mais on lui a rendu hommage la dernière fois, mais nous c'est Jim, vous c'est, alors je sais plus comment c'est son nom, Patrick ici à Westrack. Voilà, ils font des émissions chacun. On n'est pas concurrents en fin de compte. On est de toute façon une radio associative, ils n'ont pas de concurrents. On est là pour faire une mission, et une mission, c'est une radio vraiment une radio 100% locale. Et grâce aussi à des réseaux comme la Skoll Radio, pouvoir aussi prendre des gens du coin ou extérieurs. Margot est plutôt bas normande, et tant mieux. Voilà, bon, pas de chance, mais ça. Mais ça arrive. Mais ça arrive. Mais voilà, je trouve que c'est la même école, mais c'est deux façons de voir les choses, deux façons de travailler différentes. Nous, à la radio, on est pratiquement 100% en direct. Allez, il y a 7h à 20h en direct, donc Margot a cette expérience-là. Toi, Lucie, tu l'as eu. Tu as pu trouver aussi ici ton emploi permanent, Lucie, grâce aussi à l'expérience que tu as pu avoir avec RVL. Et je trouve que voilà, tout ce côté échange, c'est important, et s'il faut le refaire, on le ferait, on continue à le faire. Et ça sert à ça, et peut-être qu'un jour, vos services civiques viendront faire un stage ou viendront proposer un emploi aidé, parce que nous, on prend que des emplois aidés à la radio, tout simplement pour des raisons financières. On peut prendre que des emplois aidés, sauf moi. Et je trouve que la synergie entre ces radios est hyper importante pour que ça soit pour la radio ou pour l'animateur ou l'animatrice. Tu nous parlais, oui, de ce lien aussi par l'animation. On ne peut pas parler d'émissions en lien avec Westrack et RVL sans ne pas évoquer Jim, qui a marqué RVL avec son émission Rock en Co. Sur Westrack, c'était Free and Easy, une émission dédiée au rock garage. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette émission était proposée sur RVL, justement pour voir la différence d'une animation, d'une émission à une autre? Comment ça se passe sur deux radios différentes? Alors celle-ci, justement, c'était plutôt on va dire le point commun,
parce que c'était une émission que Jim, au début quand il est arrivé, c'est une émission qu'on a voulu proposer en direct le jeudi de 18h à 19h. À l'époque, il en avait une émission qui s'appelle toujours, mais là qui a changé de créneau, Country Valley avec Claude. Et Jim, quand on lui a proposé cette émission, on a commencé le direct pendant un mois, et on s'est aperçu que le style était pas fait pour être écouté chez nous, sur RVL, à 18h. C'était quand même un ciel rock garage, pour les gens qui connaissent bien le rock garage, chez vous plus que chez nous. Là, il venait enregistrer 4-5 émissions, avec toujours ses CD, son papier écrit. Derrière, il y avait même des programmes d'entraînement de piscine, puisqu'il était maître nageur, hein, son métier était maître nageur, des programmes d'entraînement de piscine derrière, il suivait ça. Et voilà, Jim, alors pas très informatique, donc avec ses CD, et qui n'était pas spécialement dans l'ordre, enfin voilà, c'était Jim, quoi. Et je pense que par rapport à vous, c'était un peu le même système, les créneaux, et Jim, quand il m'a proposé, il m'a dit j'ai envie aussi, et effectivement, d'aller sur Westrack. Il m'en a demandé l'autorisation. Il pensait qu'on avait l'exclusivité. Je fais non, mais ici il n'y a pas d'exclusivité du tout. C'est en plus que t'es bénévole, donc voilà. Et en plus t'as ta place largement pour du rock garage à Westrack. Je trouve que c'était un moment d'échange très sympa. J'ai fait un montage malheureusement de sa dernière, parce qu'il nous reste encore 2 émissions qui est venu enregistrer à diffuser. Et ce matin, justement, le hasard fait que j'ai fait un montage de son avant-dernière émission. Et oui, c'était important pour nous, pour cette émission autour de la journée mondiale de la radio, de la passion de la radio, de faire un hommage à Jim qui nous a quitté, donc une voix, une passion, un style bien à lui. Vous pouvez donc retrouver Rock en Co sur RVL et Free and Easy. Nous aussi, il nous reste encore 3 voire 4 épisodes inédits enregistrés il y a quelques semaines, donc vous pourrez retrouver sur Westrack. Bonsoir, c'est Free and Easy, 2 dimanches par mois à 20h, une émission garage rock avec Wild Cliff. RVL, c'est plus de 3 décennies d'antenne, voire 4. Concrètement, selon toi, quelle place occupent aujourd'hui les radios associatives historiques comme RVL dans l'écosystème radiophonique, et comment est-ce que tu vois l'arrivée des radios plus jeunes comme Westrack qui se sont structurées plus récemment ? Alors, RVL a connu les débuts de la radio FM. Alors on aime ou on n'aime pas les radios FM, mais c'est vraiment des radios de proximité, comme je disais. Des radios, au début, tout le monde pensait qu'avant, les radios libres, c'était les radios un peu baba cool. Nous, on avait quand même 50-60 bénévoles au début sur RVL, donc tous les gens du quartier et de l'agglomération venaient faire des émissions. Et encore une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai fait visiter à une personne qui a maintenant plus de 50 ans, même 60 ans, qui à l'âge de 15-16 ans venait faire des émissions. C'est un passionné de rockabilly, émission de Elvis Presley. Et le hasard, c'est que c'est un ami de mon frère, et j'ai passé le jour de l'an avec lui, voilà. Et au jour de l'an, il me parlait de ça, je le savais, qu'il avait connu la cave. Je lui ai dit, écoute, la semaine prochaine, tu fais quoi ? Je ferai visiter la radio. Et il a été ému. Enfin, c'est marrant, et je l'ai emmené à la cave, du coup. La cave est redevenue une cave, ceci dit, mais il y a eu un moment d'émotion. Donc ça, c'était plutôt la radio libre. On est quand même la radio d'Épouville. On est quand même, à la base, une radio d'Épouville. Ils sont fiers. Et je trouve que radio de proximité, moi, je me permets des fois d'avoir quelqu'un, je dis, la semaine prochaine, tu passes à telle heure. Il y a personne qui va dire, non, il faut suivre un programme, etc. Comme toi, Lucie, tu avais envie de faire cette émission. Tu l'as faite sans avoir une direction qui dit, non, faut suivre une ligne bien éditoriale. Oui, naturellement. Voilà, vous faites comme nous des ateliers web radio dans les écoles. Moi, je fais des ateliers chant mémoire dans la maison de retraite, à Épouville notamment. Donc tout ce côté radio local, je trouve qu'il a sa place, parce que moi, il y a beaucoup d'animateurs. Moi, j'avais discuté avec une personne qui est hyper connue maintenant, c'est Nagui, qui disait que lui, il a démarré dans des radios comme la nôtre. Et dans cette émission de télé, il a dit le début, les radios, c'est ça, quoi. C'est les radios associatives pour la formation, on sert aussi d'outils de réinsertion des jeunes. On a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais fait de radio. Aussi la musique, on a beaucoup d'artistes indépendants. Mais je trouve que nous, on a la possibilité de faire découvrir des artistes en devenir, artistes découvertes, artistes indépendants, des autoproductions, des gens même amateurs. Et ça aussi, ça fait partie des rôles des radios associatives, qui maintenant, c'est plus difficile au niveau des financements. C'est ça, c'est les financements. Là, après, je suis pas là pour faire de la politique, parce que c'est pas le but de l'émission. Mais c'est vrai que les financements sont de plus en plus difficiles. La jeunesse, du coup, là-dessus, elle trinque un peu, parce que nous, on travaille beaucoup avec la mission locale, notamment. Donc, c'est vrai que je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais le côté lien social,
pour la radio, et Westrack arrive, et je trouve que c'est courageux, et vous êtes maintenant, ça fait peut-être 10 ans, peut-être que vous êtes, à peine 10 ans que vous êtes officiellement une radio, puisque vous êtes sur le DAB+, et je le dis et je le redis, vous méritez une fréquence FM. On est toujours considéré comme la radio de la campagne et tout, mais à savoir que si vous regardez le nombre de salariés, je crois que la masse salariale radio associative est supérieure aux radios commerciales. Donc c'est pas pour rien. La radio associative a du mal à avoir sa place, et pourtant elle a un rôle très très important dans une commune et dans une agglo. Ouais, c'est plus de 700 radios associatives en France, mais c'est important ce que tu dis, c'est totalement le but de cette émission Journée mondiale de la radio. La radio, on l'aime, on veut la faire vivre, mais c'est vrai que la radio associative, question financement, etc., et puis aussi par méconnaissance, est en danger. C'est important de la protéger, surtout face à des radios comme ça qui existent depuis plus de 40 ans. Alors Westrack est permanente depuis 2019. Depuis le 18, oui, donc voilà. Ça fait Donc, pas tant que ça. Merci beaucoup Cyril, en tout cas, pour ta présence. Et puis merci Margot. On te retrouve sur RVL et sur Westrack le matin. Cyril, RVL, c'est quoi la fréquence si on est dans le coin d'Épouville, Montivilliers? Comment on peut Alors vous nous, écouter on a donc une petite puissance. Donc on est autorisé quand même par l'Arcom. Je parlais du CSA Tor, mais c'est l'Arcom maintenant. Hein. Voilà, c'est le vieux qui parle. Hein. On est dans votre poste sur les grandes ondes. Non, on est sur les 103.1 de la bande FM. Nous n'avons pas de streaming internet, mais vous pouvez réécouter tous les podcasts, notamment les Rock en Co, on en parlait tout à l'heure de Jim, et voilà, tous les podcasts, voilà, donc n'hésitez pas à nous écouter, et puis voilà, des fois, allez surtout écouter les deux radios associatives qu'il vous faut, c'est celle de Westrack et RVL, mais les autres sont très bien, voilà, il n'y a pas de souci. On ne pouvait pas inviter tout le monde, mais c'était l'occasion en tout cas, avec ce lien RVL Westrack, de faire un petit clin d'œil. Merci beaucoup. De rien. Les radios locales comme RVL sont bien plus que de simples médias, elles sont aussi des témoins de l'histoire, des passeurs de mémoire. Elles captent les voix d'un territoire et racontent ses évolutions. Direction l'ancien hôpital allemand, où nous sommes actuellement pour cette émission, un lieu chargé d'histoire, avec l'association Mémoire et Patrimoine qui va nous en dire plus sur ce site et sur son importance. Nous sommes aujourd'hui dans un lieu exceptionnel et chargé d'histoire, l'ancien hôpital souterrain allemand du Havre, pour cette émission spéciale Journée mondiale de la radio. Un site qui témoigne de la mémoire de la ville et de son passé, et nous sommes entourés par l'exposition, littéralement au cœur de cet hôpital. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Eric, membre de l'association Mémoire et Patrimoine, Le Havre 1939-1945. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Lucie. Alors merci tout d'abord de nous accueillir ici, c'est vraiment un plaisir, même s'il fait un petit peu frais, je suis contente d'avoir gardé mon écharpe. Ce lieu a une histoire incroyable par sa proximité avec notamment l'ancienne glacière du Havre. En quelques mots, de quand datent ces deux bâtiments ? Alors, en fait, l'hôpital allemand du Havre a été construit effectivement sur les anciennes glacières de la brasserie de l'Ouest, qui ont été construites à partir de 1848, et les Allemands vont en fait récupérer les anciennes glacières et y ajouter des bunkers dans lesquels nous nous trouvons, notamment celui dans lequel nous nous trouvons, qui est le bunker de tri et de désinfection des blessés. Dans quel contexte cet hôpital souterrain a-t-il été créé et quel était précisément son rôle pendant la guerre ? Les Allemands ne voulaient pas se mélanger avec les civils havrais, bien entendu, donc ils ont créé leur propre hôpital militaire. Celui-ci fait partie d'un ensemble plus vaste qui est la forteresse du Havre, la Festung Le Havre. Et donc pour cette forteresse, il y a la nécessité d'un hôpital. Donc c'est un hôpital de 216 places environ, destiné uniquement à l'armée allemande. Et on parle d'un complexe hospitalier très avancé, il me semble, pour l'époque. Et quels étaient ses équipements et ses particularités ? Tout à fait. Cet hôpital comprend tout un circuit en fait pour accueillir les blessés. Donc dans le bunker dans lequel nous nous trouvons, qui est le bunker de tri désinfection des blessés, on reçoit le blessé, on évalue son état, si besoin on le nettoie, on le désinfecte, et après on l'envoie dans les salles souterraines qui comprennent une salle de radiologie, une salle d'opération, une salle de réveil et puis des chambrées pour les blessés. Et on imagine que cet hôpital était essentiel dans la prise en charge des blessés. Comment est-ce qu'il fonctionnait au quotidien ? Est-ce que vous pouvez nous emmener dans le quotidien de l'hôpital, surtout celui des patients, mais aussi du personnel qui y travaillait ? Oui, tout à fait. En fait, le personnel était logé, lui, dans un autre bunker qui se trouve rue de Trigoville. Jusqu'au 6 juin 44, cet hôpital a probablement marché au ralenti, puisqu'il y avait peu de blessés allemands. À partir du 6 juin 44, vous imaginez bien qu'en étant à moins de 40 km du front, l'hôpital est monté progressivement en puissance jusqu'au mois de septembre 1944 et la libération du Havre.
où là, les témoignages des officiers anglais ayant libéré l'hôpital parlent plutôt de 600 blessés à l'intérieur de l'hôpital. Et il a été conçu pour résister aux bombes, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette architecture et sur les innovations qui y ont été intégrées ? Oui, bien sûr. Et en fait, l'armée allemande, il faut bien comprendre qu'elle était étalée sur une bonne partie de l'Europe, et donc la vie d'un soldat allemand était importante, hein, il fallait en prendre soin. Donc les soldats allemands avaient à leur disposition des ouvrages comme celui-ci, c'est-à-dire des bunkers avec presque 2 mètres de béton au-dessus de la tête, et donc ils étaient à l'abri de la plupart des bombes de l'époque. Et après la guerre, que devient l'hôpital alors, surtout avant d'être retrouvé par votre association ? Alors l'hôpital, à la fin de la guerre, va servir à abriter les civils, puisqu'il faut bien comprendre qu'une très large partie de la population havraise n'a plus de toit au-dessus de la tête. Et ensuite, il va lui arriver une drôle d'aventure. Il va être acheté par un brocanteur qui s'appelait Monsieur Covin. Et il va servir de lieu de stockage pour toutes les choses qu'on peut imaginer d'une brocante. Sur le terrain au-dessus, à l'air libre, tout là-haut, avait lieu tous les mercredis une brocante. Les gens pouvaient venir acheter du mobilier et autre chose. Et malheureusement, ensuite, il va lui arriver bien des misères à notre hôpital, puisque après le décès de Monsieur Covin, le lieu va être laissé à l'abandon, va être squatté, va être pillé. Beaucoup de choses vont être volées, cassées, et donc voilà. Nous, quand on reprend le lieu à partir de février 2019, en fait, c'est devenu une espèce de décharge souterraine. Et c'est une reprise assez récente. C'est quoi les étapes de restauration et de réhabilitation de ce lieu ? Vous y êtes encore ? Je crois qu'il faut déblayer, notamment la zone de la glacière. Oui, tout à fait. En fait, en février 2019, quand on a pris les lieux, l'ensemble des salles était rempli d'énormément de déchets. On a mis plus de 7 mois à tout vider. Ensuite, il a fallu aussi amener l'électricité, éclairer les salles. Ça nous a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, on va dire que 90% des salles sont libres et font partie du circuit de visite. Il nous reste encore 2 salles qui sont entièrement remplies de déchets qu'il faut qu'on vide. Et là, on parle de plusieurs tonnes de déchets, hein, et tout ça à 15 mètres sous le niveau du sol. Et on a aussi une salle plus intéressante qui est située en haut d'un escalier. Il faut qu'on sécurise l'escalier pour le permettre aux visiteurs de pouvoir y accéder. Et parce qu'aujourd'hui, en fait, la journée mondiale de la radio, j'ai une question un petit peu particulière. Est-ce qu'il y a des systèmes de communication radio qui ont été retrouvés ici ? Est-ce qu'il y avait un lien avec la radio dans ce lieu ? Ou du moins dans la communication, comment ça se passait avec l'extérieur ? Alors, les communications avec l'extérieur étaient soit par câble souterrain, soit par antenne radio posée au travers du blindage des bunkers. Le petit lien avec la radio, on a une très belle exposition en ce moment qui est située dans les salles d'exposition de l'hôpital allemand, dédié justement au matériel américain. Et là, vous voyez tout le matériel américain, du plus petit jusqu'au plus gros, jusqu'aux bases fixes qui permettaient à l'armée américaine de communiquer. Et comment est-ce que je peux voir cette exposition ? Quand est-ce que je peux la voir ? Alors, une fois par mois, la prochaine, ce sera le 22 février, où on aura le plaisir d'accueillir du public. Les inscriptions se font sur le site Mémoire et Patrimoine Le Havre 3945 et vous pouvez réserver votre visite à l'avance. Et on va quand même souligner que c'est un travail de bénévole, donc vous êtes à la recherche de temps et surtout de bras forts pour aller déblayer tout ça. Bien sûr, on cherche toujours du monde mais c'est très agréable et ça permet en plus de rencontrer plein de gens sympathiques. Et puis, oui, on a recruté récemment des nouveaux membres, et puis ça continue au travers de différentes activités qu'on fait, notamment les journées du patrimoine, ou les réunions, les fêtes des associations au Havre, à Montivier. Ça nous permet de rencontrer des nouvelles personnes et d'attirer des nouveaux bénévoles. Et effectivement, il y a toujours du boulot, il y a plein de choses à faire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a une multitude de métiers. En fin de compte, il y a de la menuiserie, il y a de la maçonnerie, il y a de l'électricité, il y a énormément de choses à faire. Et ça permet peut-être aussi à des jeunes qui cherchent un peu leur voie d'explorer différents métiers. Merci beaucoup Eric, on vous remercie à nouveau pour cet accueil ici. On va poursuivre cette émission au cœur de l'ancien hôpital allemand, mais cette fois retour au micro pour parler radio et explorer la suite de notre programme. Et tout de suite Sarah, tu nous proposes une petite catégorie que tu as appelée Gossip. Alors on va sortir nos petites anecdotes marquantes, je crois, par rapport à la radio, tout ce qui a bien roulé, tout ce qui n'a pas bien roulé, les fois où c'était un peu plus compliqué. On parle souvenirs sur Westrack, alors je vous propose qu'on poursuive la séquence émotion, mais cette fois-ci avec la session Gossip. On vous propose à l'occasion de cette journée de revivre notre pire ou meilleur souvenir radio. Alors on va remonter dans vos souvenirs et on commence fort avec un souvenir radio marquant pendant votre enfance que vous avez envie de raconter.
Ok, j'en ai un. Je commence. Alors moi, c'est pas vraiment un souvenir où j'écoutais la radio, mais c'est le souvenir que j'ai du jour où je me suis dit, moi, j'aimerais bien faire de la radio. Je vous raconte ça. Je vous emmène dans le jardin de chez mes grands-parents à la campagne, où j'empruntais le casque de tracteur de mon papy, parce que ça faisait un peu casque radio. Et du coup, je faisais l'animatrice radio et je disais que c'était vraiment quelque chose que je voudrais faire. Donc c'est pas un souvenir radio parce que j'écoutais pas la radio, mais si à force d'écouter la radio avec mes grands-parents, c'est à ce moment-là que je me suis dit j'aimerais bien faire ce métier. Incroyable. Ok. J'ai essayé d'y réfléchir en même temps. C'est plus une routine que j'avais avec ma mère quand j'allais à l'école, parce que c'est elle qui m'emmenait à l'école et on écoutait Résonance. Il fallait absolument qu'on soit à l'heure et si t'étais pas à l'heure, t'arrivais pas à voir l'horoscope. C'était un peu relou, tu vois. Quand j'arrivais à voir l'horoscope, c'était vraiment que j'allais passer une bonne journée en général, parce que c'était pas tous les jours. Yes, l'astrologie, Camille. Alors, on poursuit avec d'autres gossips. Votre pire souvenir en tant qu'auditeur ou animateur? Moi j'en ai un, mais en tant qu'animateur, enfin animatrice plutôt, je vous raconte. Oui. Ouais. Quand j'étais à l'école de radio, on changeait les rôles en fait. Un coup on faisait le technicien, un coup on faisait l'animateur. Et un jour je me suis retrouvée avec un gars qui était complètement à la bourre. Ah non, du coup j'étais technicienne ce jour-là. Et j'avais très très peur parce que c'était la première fois qu'on faisait un live à l'extérieur comme on fait aujourd'hui. Et en fait il était super à la bourre et genre 5 secondes avant le début du jingle il était pas là quoi. Wow. Et en fait 5 minutes avant le début de l'émission, je le voyais encore en train de faire des interviews qui devaient être depuis montées. Donc c'était hyper stressant et je pense que c'est le pire souvenir radio. Enfin, j'ai pas aimé cette émission quoi. J'en ai pas vraiment. Je suis en train de réfléchir en même temps. J'ai essayé de réfléchir. Moi, j'ai pas de pire souvenir, mais le souvenir le plus spécial, c'est quand on a fait l'émission d'Halloween où la médium a dit qu'il y avait quelqu'un dans la salle, ce qui était assez spécial en son genre. Mais sinon, j'ai pas de pire souvenir pour l'instant. On va peut-être expliquer pour les auditeurs qui n'ont pas écouté cette émission. Mais du coup, on était autour de la table et on a fait venir une médium pour l'émission d'Halloween que vous pouvez d'ailleurs réécouter sur Westrack. Et elle a passé un message à Camille qui était assez intime. Et donc, en effet, c'était un peu bizarre, surprenant. Comment tu le qualifierais? Spécial. Spécial. Ouais, un moment spécial. C'est pas un moment nul, mais enfin, c'est pas un moment. Comme tu disais, c'était quoi ta question? Pire souvenir. Pire souvenir, c'est pas un pire souvenir. C'était étrange, quoi. J'ai pas de pire souvenir, mais j'ai un moment gênant. D'ailleurs, après, vous allez répondre à la question aussi. En interview, bon, ça c'est un peu le grand classique, mais j'ai fait l'interview et en fait, à la moitié, je me suis rendu compte que les micros ils s'étaient pas allumés. Et c'était au tout début. Et je me suis dit, mais mon Dieu, comment je vais pouvoir dire à la personne que... Et du coup, j'ai dit, attendez, il y a un petit problème technique, est-ce que ça vous dérange? Je recommence. La personne trop sympa m'a dit, mais il n'y a pas de souci. Et voilà, j'ai réussi à me faufiler et à recommencer l'interview. Je voulais forcément la question logique, vous demandez votre meilleur souvenir radio, donc en interview, en direct. C'est beau. Moi, je pense que j'ai passé du bon temps avec la compagnie Pandal. Et c'était une des premières interviews aussi où je me suis un peu amusé à essayer de faire des effets avec des enregistrements, des machins, du son. Et ils étaient hyper chouettes, je les ai vus plusieurs fois, je suis allé voir leur sortie de résidence et tout. C'était une belle rencontre, parce qu'on fait beaucoup de rencontres du coup avec la radio, qui sont assez chouettes en général. Tu veux répondre, Sarah, à cette question? Alors moi, séquence émotion, un de mes meilleurs souvenirs, c'est le plateau du West Park. Okay. Je garde un très très bon souvenir, déjà parce qu'on était tous ensemble, c'était un peu nos premières interviews, en tout cas dans un cadre de festival, et quand je vois le avant et le maintenant, je suis en mode waouh, genre on a tellement glow up dans notre façon de faire et tout, merveilleux quoi. C'est un chouette moment aussi. T'as trouvé ou pas? Pas le pire, mais un meilleur, j'en ai un. Ok, vas-y. Pour moi, je pense que le meilleur souvenir radio, c'est quand j'ai gagné des CD sur Skyrock. Et j'avais gagné, je suis passé au téléphone sur Skyrock et c'était super, j'ai pu parler avec l'animateur et tout. Ok, c'était qui l'animateur? C'était Maxime. Ok, et c'était quoi les CD? C'était, je sais plus trop ce qu'il y avait comme CD. Il y avait une compile et il y avait 4 autres CD des artistes. Ok, donc un souvenir d'auditeur en tout cas, trop cool. Sarah, une dernière question? Une dernière question, j'hésite. Je voulais vous demander si vous aviez déjà interviewé des célébrités ou quels sont vos petits secrets des interviews? Au choix.
Moi, je vais prendre la célébrité. Enfin, cette célébrité, je la connaissais pas avant de l'interviewer, mais elle est quand même c'est vrai. internationalement connue. Et c'était Marion Motin qui a travaillé avec des personnes comme Madonna, Stromae, Dua Lipa, parce qu'elle était interprète en danse, mais aussi maintenant chorégraphe. Et c'était ma première interview en plus, un petit peu stressante, mais elle a été adorable et elle m'a très vite mis à l'aise. C'est vrai que t'as géré. Je prends la célébrité aussi, parce qu'un magicien ne révèle jamais ses secrets. Dernièrement, j'ai fait Youssef Swat, qui a gagné la grande école. Nouvelle école. Je me trompe toujours avec le restaurant. La nouvelle école. Donc ça, c'était super cool. Et c'était un peu intimidant aussi parce que en fait, c'est quelqu'un que j'admire un peu. Et sinon, la première célébrité que j'ai interviewée, c'est Kezia Jones, qui est un artiste international hyper connu. Et moi, je le connaissais pas du tout. En fait, c'est quand je faisais l'école de radio, on m'a demandé de l'interviewer un jour, en plus en anglais. Et donc, j'ai senti la pression sur mes épaules de là, t'interviews un monstre que moi, je connaissais pas. Donc, voilà. Et en plus, c'était pas très cool. Genre, j'ai essayé d'être en mode genre ça se passe bien et tout. Et voilà, ils s'en foutaient de moi, mais c'est pas grave. Donc, parfois, les célébrités, ça peut être cool aussi quand tu les connais pas et que du coup, il y a une pression différente. Là, j'avais la pression parce qu'on me demandait de le faire et on me disait genre c'est quand même un monstre. Mais en fait, je m'en fichais un peu, quoi. Je le connaissais pas. Ouais. Merci d'avoir livré vos petits gossips. Spoiler, quoi de plus étonnant en cette journée mondiale de la radio, de parler radio. Et c'est Camille qui va vous parler des radios libres. Yes, aujourd'hui, pour la journée internationale de la radio, on s'attaque à un sujet qui sent bon la révolte et la liberté, les radios libres. Ces antennes pirates qui, un peu partout dans le monde, ont défié les autorités, cassé les codes et donné la parole à ceux qu'on n'entendait jamais. Donc, petit flashback en France, à la fin des années 70 et au début des années 80, des stations comme Radio Verte, Radio Trottoir ou encore Carbone 14 ont bravé le monopole d'État pour offrir une parole plus libre, plus engagée, un vent de contestation qui a conduit à leur légalisation en 1981 avec l'élection de François Mitterrand. En Angleterre, c'était carrément des radios en pleine mer avec Radio Caroline rendue célèbre par le film Good Morning England. Et maintenant, on va pouvoir écouter d'ailleurs un petit extrait de Good Morning England. Il est 9h du soir et tous les cuissérés de la planète sont vautrés dans leurs pantoufles, sirotant leur Xérès. Mais pendant ce temps-là, ceux qui aiment le rock et le roll vont encore une fois monter dans le grand 8 du rock'n'roll. Vous écoutez Radio Rock, je suis le comte et je compte sur vous pour le compte à rebours vers l'extase avec du rock all day and all of the night. Nous avons enfin un dernier sujet qu'il nous faut aborder. Les pirates et leur satanée radio. Nous arriverons à les faire taire avant la fin de l'année. Alors comme ça, ta mère t'envoie ici dans l'espoir qu'un peu d'air marin pourrait t'aider à t'en sortir. Une bourde monumentale. C'est droguer tous ces marginaux et ces bandes de phoques fornicateurs. Je serai bientôt le premier à prononcer le mot interdit Sur une radio rock'n'roll du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. et n'enfreigne aucune de nos lois à ma connaissance. Le mot qui commence par F. On revient maintenant, mais aux États-Unis, dans les années 60 et 70, des DJ activistes ont utilisé la radio comme un véritable outil de résistance. Et pour pouvoir illustrer ça, c'est Pop Up the Volume que vous allez pouvoir écouter dès maintenant. Ok. Passons aux choses sérieuses. J'ai mes munitions, mon Pepsi, et mes chewing-gums Blackjack, et surtout, ce pressentiment. Ce merveilleux pressentiment qu'il va encore se passer des trucs bien crades. T'écouteras ça. Qu'est-ce que c'est? C'est ce gars-là. Tu sais, ce mec qui a une radio pirate. Déjà, rien que son surnom, c'est Harry Latry. Tu sais qui c'est? Mon Dieu. Pop Up the Volume illustre bien cet esprit avec un ado rebelle qui monte une radio clandestine pour dénoncer des injustices. Mais les radios libres, ce n'est pas juste une affaire du passé. Aujourd'hui encore, elles existent et résistent. En Corée du Nord, des exilés diffusent clandestinement des programmes pour contourner la censure. En Amérique latine et en Afrique, des radios communautaires sont vitales pour l'information et la défense des droits. Et en Italie, Radio Alice, emblématique des années 70, a été brutalement réprimée, mais reste une référence. Avec Internet, l'esprit des radios libres a trouvé un nouveau souffle, web radio, podcast, indépendant et streaming, comme on a pu le dire. Est-ce que ces nouveaux médias remplacent les radios pirates ou perpétuent-ils leur combat sous une autre forme? Peut-on encore parler de radio libre quand tout le monde peut diffuser du contenu en ligne? On doit répondre à tout ça. Cette émission devrait s'appeler plutôt question-réponse.
j'ai pas révisé mon sujet. Dommage. Après, je trouve que c'est un sujet intéressant. On a eu tout à l'heure Cyril qui est venu nous parler de l'histoire de RVL. Westrack a pas du tout la même histoire. Donc c'est intéressant de se dire que il peut y avoir des web radios comme Radar sur Fécamp qui a pas cette origine radio pirate, mais c'est riche en fait d'avoir cette origine. Enfin, par exemple, RVL, ils ont un petit musée de leur ancien studio. Ils gardent de plein de traces et ils ont une vraie histoire. Et ça, je trouve que c'est passionnant. Ok. Et d'ailleurs, si vous voulez un peu aller rechercher vous replonger un petit peu dans l'univers de la radio, donc je vous conseille d'aller regarder Good Morning England, donc plonger dans l'univers des radios pirates offshore des années 60 avec une bande son rock mémorable, que d'ailleurs Lucie n'aime pas trop mais moi j'adore. Chacun a ses opinions. Après c'est Pop-Up The Volume, comme je l'ai dit, un ado rebelle qui prend l'antenne pour dénoncer les injustices. Talk Radio qui a été créé en 1988, un thriller intense sur un animateur radio provocateur face aux dangers de la liberté d'expression. Ensuite il y a FM, encore un peu plus vieux, en 1978, une comédie sur les coulisses d'une radio libre et les tensions avec les grandes entreprises, et On the Air en 1992, une série de David Lynch qui plonge dans le chaos hilarant d'une station de radio en direct. À vous les ondes et surtout, restez libres. Et oui, on a tous vu ces scènes de films ou séries où la radio joue un rôle clé, où elle est le lien entre les personnages et le monde extérieur. Et je vous propose d'imaginer un instant un monde sans radio. Qu'est-ce que ça pourrait donner au niveau média ? Est-ce que la radio est vitale si elle n'existait plus ? C'est ce que nous allons explorer dans cette petite fiction radiophonique Made in Westrack. Le monde s'est arrêté de parler. Le dernier écho d'un médium qui était autrefois une voix pour tous, aujourd'hui disparu. Le silence de la radio, ce silence nous engloutit. Le 15 octobre 2040, l'humanité a définitivement perdu son dernier moyen de communication. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec une grande inquiétude que nous vous informons que la dernière station de radio, Radio Global, vient de cesser d'émettre. Il n'y a plus aucune émission en ondes. Les autorités recommandent à la population de rester chez elle et de se préparer à un silence total. Rappelons que dans les dernières 24 heures, tous les relais radio ont été abandonnés et les nouvelles technologies de communication se révèlent aujourd'hui inutilisables. Nos gouvernements sont incapables de communiquer avec la population de manière instantanée et il semblerait que cette situation devienne pérenne. Oh, c'est la radio qui déconne encore. Quelqu'un sait comment la faire fonctionner ? Ceci n'est pas un test. Ceci est un message d'urgence. Nous sommes désolés, il est impossible d'assurer une transmission claire. L'électricité est coupée, aucun signal n'émet et le relais est hors service. Les habitants des grandes villes sont coupés du monde, ceux des campagnes sont laissés seuls dans l'ombre. Test, oh. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ?
entendez ce message, c'est qu'il est trop tard. Toutes les communications ont été coupées. On est désormais hors de portée. Plus jamais vous n'entendrez de voix humaine. Vous n'entendrez plus la radio. Ils ont pris le relais. L'information est désormais contrôlée par des systèmes automatisés. Bienvenue dans le programme de synthèse vocale. Ce programme est désormais votre seul lien avec le monde extérieur. Tous vos canaux de communication sont verrouillés. Vous écoutez une version régulée de l'information administrée par l'intelligence artificielle et le gouvernement. Les réseaux sociaux sont toujours actifs, mais soyez vigilants. L'information et la désinformation circulent simultanément. Aucun filtre, aucune vérité, plus rien n'est régulé. Et toutes les autres voix, en dehors de celles des IA, sont invalidées. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Écoutez les signaux, mais rappelez-vous, il n'y a plus personne pour vous écouter. Vous êtes seul. Le silence règne. Terminé. Et voilà, après cette fiction qui nous a plongé dans un monde sans radio, on revient à la réalité. Heureusement, elle est là, notre radio. Et c'est sur ça qu'on va se quitter. On espère que vous vous êtes amusés, mais aussi que vous avez appris plein de choses sur la radio et son histoire. Un immense merci à l'association Mémoire et Patrimoine pour nous avoir permis d'être ici, dans ce lieu chargé d'histoire. Faites vivre le patrimoine, mais faites vivre aussi la radio, encore et toujours. Et surtout, merci à Sarah, Camille et Titouan de m'avoir accompagnée. Moi, je sais pas vous, mais j'ai très froid, donc j'aimerais bien un petit chocolat chaud. Si ça vous dit, on va se faire ça à la radio. Et puis on se dit à très vite sur Westrack. Merci. Ils regrettent le temps où ils m'ont mis de côté. Je les ai choqués, j'ai dépassé les quotas. Z002, c'est la cahier qui sait chanter. Elle monte le volume de la radio quand y'a 100 G. J'donne aux frérots quand j'suis paradin. Y'avait rien, on était peu sur le radeau. Si tu veux pas payer, le shooter va pas te rater. Plus j'viscère des Yankees, plus j'm'éloigne du paradis. Comme Vivian Foé sur le terrain, je me suis buté. À force de trop inhaler, j'ai perdu ma beauté. Je roule des deux pots, mes poumons sont encrassés. Même si t'étais mon frère, tu m'as volé, je vais te crosser. Je vais te crosser, sans pitcher comme Poutine. Y'a tout le monde qui parle, mais personne qui agit. Quand c'est trop tard, y'a tout le monde qui réagit. C'est pas tout le monde que j'aime, c'est pas à tout le monde qu'on s'arrive. C'est pas un jeu, je la connais bien cette pétale. J'y suis dedans depuis Morveux. J'en connais peu qui meurent vieux. Ici tout le monde est mauvais, ici tout le monde est envieux. Remercie Dieu si t'es en ville, merci le si j'ouvre pas le feu. Mon cœur est en panne, pas de pitié, pas de peine. Pour moi, vas-y, moi je gagne, je m'embrouille jamais pour des connes. Mon cœur est en panne, pas de pitié, pas de peine. Pour moi, vas-y, moi je gagne, je m'embrouille jamais pour des connes. Ils regrettent le temps où ils m'ont mis de côté. Je les ai choqués, j'ai dépassé les quotas. Z002, c'est la cahier qui sait chanter. Elle monte le volume de la radio quand y'a 100 G. J'donne aux frérots quand j'suis paradin. Y'avait rien, on était peu sur le radeau. Si tu veux pas payer, le shooter va pas te rater. Plus j'viscère des Yankees, plus j'm'éloigne du paradis.